La croissance des bénéfices attendus sur la tech américaine cette année, c'est 28%. C'est un chiffre qui est très ambitieux. Moi, je pense qu'il peut y avoir un vrai mouvement de défiance sur tout ce qui concerne les États-Unis et qu'il faut rester extrêmement, extrêmement prudent sur les marchés. Les gens, ils pensent trop que la bourse, c'est du casino où on va acheter puis dans un mois, on aura gagné 30%. La bourse, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'argent. Ceux qui ont besoin de l'argent pour la vie de tous les jours, ne faites pas de bourse. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allô la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Il a suffi d'un simple tweet d'Anthropic et boum, IBM accuse sa pire chute depuis 2000. Est-ce une surréaction ou alors simplement le juste prix? On va en parler. En tout cas, l'IA sème l'incertitude à Wall Street. Et sur les marchés, en général, on fera le point également sur les droits de douane. Est-ce qu'il y en a ou pas? Est-ce qu'ils sont refusés ou pas? On va voir tout ça dans quelques instants. Et puis sinon, en France, c'est le pire mois depuis 2009 pour le livret A. La décollecte se poursuit. Vous investissez de plus en plus et ça, c'est une bonne nouvelle. Je rappelle le principe. Vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en allant directement dans notre Linktree, qui est par exemple dans la description de notre compte Instagram. On est 20 000 sur Instagram. Continuez à nous suivre. Ou alors, vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou. Que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation. Plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Ça fait 26 ans qu'elle structure, optimise et protège des patrimoines. Autant dire qu'elle a vu passer plus d'histoires de famille qu'un notaire un soir de réveillon. Elle démarre fort, 13 ans chez JP Morgan, dont 10 en Suisse, là où la précision bancaire est presque un sport national. Et puis 6 ans chez Pictet, 6 ans chez Oddo BHF et depuis 2 ans chez Lombard Odier. Un parcours 5 étoiles entre grandes maisons et entrepreneurs exigeants en France comme à l'international. Elle fait partie des 40 femmes Forbes 2025. Hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour 2026, mais ce n'est pas tout. Chaque année, elle mentore des jeunes femmes qui veulent faire carrière dans la finance ainsi que des startups, notamment à l'Escalator, incubateur créé par Maurice Lévy, très impliqué dans l'écosystème tech. Elle poursuit d'ailleurs cette mission chez Lombard Odier, notamment via un partenariat depuis plus de 10 ans avec France Digital, une invitée qui connaît aussi bien les bilans que les ambitions et qui sait faire dialoguer patrimoine familial et esprit entrepreneurial. Pascal Sévy est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour Amaury, quelle introduction. Ouais, écoute, je suis ravi de te recevoir. Donc, tu es directrice commerciale France pour le groupe Lombard Odier. Et puis, il est en route, lui, pour un second mandat, peut-être, au conseil municipal. Évidemment, on va gagner, enfin. De Neuilly-sur-Seine. Il est en pleine campagne et il nous fait quand même l'honneur de sa présence. Il n'a pas perdu son bronzage malgré les semaines de pluie intensive à Paris. Il est toujours là, malgré la hausse de la flat tax. C'est le pape des petites et moyennes valeurs en bourse. Il a écrit pour vous le livre « Les 13 conseils capitaux pour survivre en bourse ». C'est chez Galino. On a hâte d'avoir son avis sur les valeurs à suivre. Il est venu comme d'habitude avec ses berloutis. Eric Lewin est avec nous aujourd'hui, stratégiste action pour Bourse Direct. Bonjour, c'était plus élogieux pour Pascal, mais c'est normal. Bah attends, Pascal, première fois que Pascal vient... c'est le talent à l'état pur. Bah voilà, c'est ça. Bon, tout à fait normal. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux ici. En plus, voilà, c'est pas la première fois que vous faites des émissions ensemble, donc c'est chouette. Bon, je l'ai dit en introduction, on a plein de choses à voir. Je propose qu'on rentre tout de suite un petit peu dans le dur avec un premier vocal de Thibaut qui s'inquiète un petit peu, notamment sur les valeurs du luxe et aussi sur tout ce qui se passe sur les valeurs informatiques avec l'IA. On va écouter Thibaut tout de suite. On parle d'investissement sur Allô la Martingale, mais il y a un sujet tout aussi important. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on ne veut justement pas investir? Votre épargne qui dort sur votre compte courant, la trésorerie de votre entreprise, l'apport de votre prochaine résidence principale ou l'argent que vous avez tout simplement peur d'investir en bourse. Très souvent, cet argent ne rapporte rien, alors qu'il existe aujourd'hui des solutions simples pour le rémunérer, sans prendre de risques. Et c'est exactement là qu'intervient mon partenaire Swave. Swave, c'est la première plateforme digitale entièrement dédiée au placement sans risque. L'objectif est simple, vous permettre de générer du rendement sans effort et sans risque, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Concrètement, en moins de 10 minutes et 100% en ligne, vous pouvez placer votre argent auprès des meilleures banques, sur des comptes à terme, des livrets ou des fonds monétaires. Vous pouvez répartir vos placements entre plusieurs établissements, suivre vos intérêts en temps réel depuis un tableau de bord consolidé et renouveler vos placements en quelques clics. Le tout sans frais, sans abonnement et en toute autonomie, sans passer votre temps à courir derrière votre banquier. Laisser du cash dormir sans rémunération n'est plus une option. Si le sujet vous parle, rendez-vous sur swave.fr et avec le code ALLO, vous bénéficiez d'un boost de rendement supplémentaire pendant 12 mois sur votre premier compte à terme. Swave.fr, swaive.fr, code ALLO, ALLO,
Swave, c'est la plateforme qu'il vous faut si vous ne voulez pas de placement boursier risqué. Allez, on retourne à l'épisode. Salut Amaury, salut la martingale. Cela fait quelques mois que je me construis un PEA en diversifiant sur les domaines. J'ai pris du bancaire avec Société Générale notamment, de la défense, avec Safran, Airbus, Thales, du luxe, j'ai du LVMH. Et voilà, je voulais savoir un petit peu si tu as d'autres valeurs en tête pour continuer ma diversification dans le luxe. C'est pour ça que les valeurs informatiques sont un peu chahutées. J'ai en tête Atos. Et j'ai pas beaucoup d'idées pour diversifier dans cette partie-là. Il y a l'annonce des résultats de Nvidia là, qui va arriver. Donc c'est vrai que c'est assez tentant de se positionner sur des valeurs plus intelligence artificielle. Et puis bon, sinon j'ai pris un peu de Isilor, mais je me suis un peu secoué là sur cette partie-là. Voilà, bah écoute, si t'as des conseils, je suis preneur. À bientôt. Salut Amaury, à bientôt. Eh ben merci beaucoup Thibaut pour ton message. Alors des idées on en a, après des conseils, vous faites évidemment ce que vous voulez. On ne va jamais vous dire d'acheter ou de vendre directement des valeurs ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, alors voilà, Thibaut a déjà un PEA, a déjà pas mal de choses dans son PEA. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même cette semaine, parce qu'il y a tout ce qui se passe en rapport avec l'IA, beaucoup d'inquiétudes, je le disais en introduction, une chute un petit peu historique de IBM, et pas que, toutes ces valeurs informatiques qui baissent. Il y a eu aussi les tarifs de Donald Trump qui ont été retoqués, les fameux droits de douane. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas ? Je sais même pas, peut-être qu'on peut commencer par l'IA, tout simplement. Alors, je sais pas lequel de vous deux, entre Pascal et Eric, veut commencer à parler peut-être d'IA sur ce qui s'est passé, sur ces valeurs informatiques. Pascal, Eric, je sais pas à qui l'honneur. Allez, je me lance. Allez Pascal, lance-toi, honneur aux dames. Ce qui est certain, c'est que l'IA aujourd'hui, c'est un incontournable, tout le monde en parle, mais en vérité, on n'arrive pas complètement à mesurer les impacts. Parce qu'il y a eu, rappelez-vous, la journée historique d'Oracle l'année dernière, qui d'un coup avait bondi de 30% parce qu'il y avait un carnet de commandes qui était rempli, puis ça a fait un énorme flop. On a IBM aujourd'hui qui publie et ça se passe, qui fait une chute aussi assez historique. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est une thématique qui est totalement dans tous les esprits, mais en fait, on ne sait plus exactement où investir. Ceux sur lesquels on a un peu de certitude, c'est des valorisations qui sont très excessives. Donc moi, le conseil que je donnerais à la personne qui a laissé ce message, c'est peut-être temporairement, en tout cas, de rester à l'écart de ces valeurs-là qui peuvent attirer, parce que justement, on a quand même une absence de clarté qui est assez nette, et de se recentrer plutôt sur des valeurs qui sont un peu moins valorisées. Pour donner un exemple, la croissance des bénéfices attendus sur la tech américaine cette année, c'est 28%. C'est un chiffre qui est très ambitieux. Ça nous dit quoi ? C'est un peu pricé pour la perfection, si je peux m'exprimer ainsi. Donc le moindre petit accident, on voit bien que ça génère énormément de nervosité. Ce qu'a commencé à faire l'auditeur, c'est qu'il a diversifié entre le luxe, les valeurs de la défense. Ça, c'est très bien. Maintenant, il y a d'autres secteurs. Moi, je lui conseillerais de privilégier plutôt que d'aller vers ces tendances sur lesquelles on a moins de clarté. Si je peux donner 3 exemples de secteurs qu'on aime bien, c'est les services aux collectivités, les matériaux et la santé. Les 3, ils ont un point commun, c'est de la croissance de qualité avec une valorisation qui n'est pas excessive aujourd'hui. Donc, je serais très attentive, pour lui comme pour toutes les personnes qui veulent continuer de construire des portefeuilles, aux questions de valorisation aujourd'hui. Donc Thibaut, tu lui dis, toi, tu resterais à l'écart de tout ce qui est IA, etc. Sachant que dans l'IA, Eric, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est très compliqué parce que d'un côté, il y a des valeurs pure player IA, notamment on va attendre les résultats d'NVIDIA là, qui vont arriver cette semaine, et où à la fois il y a tout simplement des valeurs qui sont pas des pure players IA, mais qui sont impactées indirectement par l'IA et qui se prennent un peu des gadins, comme c'est le cas d'IBM, comme c'est le cas de plein d'autres. Salesforce, par exemple, voilà, tous les logiciels, c'est compliqué. Ouais, tous les logiciels, et on sait plus trop quoi penser. Est-ce que finalement, c'est une panique un petit peu excessive et donc ça peut être un point d'entrée intéressant, ou alors est-ce que c'est un secteur qui se fait complètement disrupter et qui a moins d'avenir ? Disons que c'est une panique avec en plus des hedges qui sont vendeurs nets sur ce genre de valeurs. Par exemple, une boîte comme Dassault Systèmes ne cesse de
de baisser, elle doit perdre 40% depuis le début de l'année, les datas sont plus bas niveau depuis 2018. C'est vrai que les prévisions ne sont pas bonnes, c'est vrai que les résultats n'ont pas été bons, mais c'est quand même pas dramatique. C'est quand même une boîte qui dégage du free cash flow tous les ans, qui fait 30% de rentabilité opérationnelle, qui fera une croissance entre 4 et 6%. Donc on a le sentiment qu'il y a un mouvement de défiance sur tout ce qui touche l'informatique, les éditeurs de logiciels, la cybersécurité. On a vu une boîte comme Walix, on va en parler tout à l'heure, qui vient de perdre 40% en ligne droite, tout simplement parce qu'on se dit que dans dans la cybersécurité, ils vont être disruptés. Et ça, c'est un phénomène absolument nouveau. Moi, j'ai un copain, par exemple, qui est patron d'Obey. Obey vient de perdre 40% en ligne droite. C'est une société informatique, mais plutôt haut de gamme. Et lui, ce qu'il me dit, c'est que l'IA accompagne son développement et ne disrupte pas son développement. Mais pour l'instant, les gérants ne savent pas séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'on vend tout ce qui est secteur informatique, tout ce qui est logiciel. On se pose pas de questions. Ça vaut 7 fois, 8 fois les bénéfices. Donc, il faut vraiment rester à l'écart en attendant qu'on se positionne un peu plus. D'autant plus que moi, je suis pas rassuré par les marchés parce que tout ce qu'a fait cet imbécile de Trump tout au long du week-end, c'est scandaleux. On a vu qu'à la bourse américaine, on a baissé à New York hier. Le VIX est remonté à 21. Et donc, moi, je pense qu'il peut y avoir un vrai mouvement de défiance sur tout ce qui concerne les États-Unis et qu'il faut rester extrêmement, extrêmement prudent sur les marchés. En ce moment, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une correction. Je suis tout à fait d'accord avec Pascal. Je rajouterais qu'il faut peut-être acheter des valeurs encore comme Vinci, comme Eiffage, comme Orange, qui sont des valeurs purement franco-françaises et qui n'ont pas cette problématique de droits de douane. Sur le luxe, il faut faire attention parce qu'on aura une croissance entre 3 et 5% cette année. Mais on se rend bien compte que les gens n'achètent plus simplement des marques de luxe, mais surtout des événements. On achète plus un Sofitel à Dubaï 5 étoiles plutôt qu'un sac Gucci. On achète plus une croisière sur le Ponant qu'un sac LVMH, qu'un sac Vuitton. Donc, il y a un changement de paradigme dans le luxe avec pour moi 2 valeurs qu'il faut avoir. C'est l'ultra-luxe. Pascal connaît parfaitement. Je pense qu'il faut revenir sur Ferrari parce que ça a fortement baissé et je pense qu'il faut toujours être acheteur sur Hermès parce que ça touche une catégorie sociale qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, a l'argent pour dépenser. Mais encore une fois, sur l'IA, faut faire très attention parce que ce qu'on a vu sur IBM, plus forte chute depuis 2000, ce qu'on voit sur certaines petites sociétés qui ne sont même pas concernées par l'IA, Alten dans la R&D externalisée, ils peuvent être concernés, mais dans la R&D externalisée, vous avez besoin du facteur humain. C'est une valeur qui a perdu 30% en l'espace d'un mois. Donc, attention sur ce secteur. Il faut mieux rester à l'écart, il faut mieux souffler en attendant d'y voir plus clair et on ne ramasse pas un couteau qui tombe. On a vraiment le sentiment qu'en plus, avec les hedges qui vendent, on se retrouve avec des moins 30, des moins 40%. Donc, vraiment prudent sur le secteur. De voir Eric pas rassuré comme ça, c'est rare. Non, mais il faut être objectif. Ouais. On peut pas dire aux gens. Moi, j'étais positif sur Atos à 45 €. Atos, ça fait 45, 60 et maintenant, ça vaut 34 parce que plus personne vaut d'Atos. Donc, on peut moyenner en achetant à 34, mais je dis qu'il faut mieux attendre un petit peu, d'autant plus que je suis pas rassuré sur la bourse en tant que telle. Ça m'étonnerait pas qu'on perde une quinzaine, voire une vingtaine de % sur le Nasdaq au cours du premier semestre. Donc, est-ce que Pascal, tu es du même avis qu'Eric sur les États-Unis au global? Est-ce que toi, tu rentrerais pas tout de suite sur les grands indices américains, le S&P, le Nasdaq Il y a évidemment une forme de prudence. Maintenant, le problème du marché américain, en fait, c'est que c'est un incontournable. Ça représente tellement de poids dans les indices, et les valeurs tech, d'ailleurs, représentent tellement de poids dans les indices mondiaux, que c'est compliqué d'en être complètement à l'écart. Donc, nous, on est quand même investis sur le marché américain. En revanche, on est sous-pondéré dans notre allocation stratégique par rapport à ce qu'on pourrait faire d'habitude, et on privilégie d'autres zones géographiques. Donc, typiquement, les marchés émergents, on préfère surpondérer les émergents, sous-pondérer les États-Unis. Alors, c'est quoi les marchés émergents pour toi? Tu vois, de quelle zone tu parles? Alors, notre préférence, elle va à la Corée du Sud, la Chine et l'Inde, actuellement. On se donne le droit de réviser assez régulièrement les pays qu'on y met, mais on voit bien de quelle zone on parle, parce qu'il y a des vraies tendances de fond. Les émergents, aujourd'hui, ils ont une décote par rapport aux pays développés qui est extrêmement intéressante. Ils sont encore sous-investis dans beaucoup de portefeuilles, donc il y a une vraie opportunité de récupérer des flux. Et la croissance des bénéfices, j'en reviens à ça, parce que c'est un vrai indicateur à regarder cette année. Elle a encore été révisée. On attend 30% de croissance des bénéfices dans les émergents en général. Donc on se dit, croissance des bénéfices plus élevée avec une décote significative, c'est le price earning, enfin la cherté du marché, c'est 10 fois les bénéfices par rapport au marché américain où on est 20, 22 fois. Donc on voit bien quand même qu'il y a une opportunité et justement la croissance des bénéfices par action aux États-Unis, elle est attendue plus basse que les émergents. Donc on voit bien quand même, quand on met tout bout à bout, il y a une vraie croissance des entreprises et en fait des valorisations qui ont tendance à baisser parce que les résultats sont révisés à la hausse un peu continuellement. Juste pour comparer, dans les marchés développés, les seuls résultats des entreprises qui sont révisés à la hausse depuis le début de l'année, c'est le Japon. Mais c'est plutôt à la baisse aux États-Unis ou en Europe, en tout cas en stagnation. Donc ce que ça nous dit,
c'est que déjà la diversification, donc de nouveau, de ne pas être complètement en dehors des États-Unis, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais il faut bien choisir où on investit son argent, dans quel secteur, et de nouveau, je resterai à l'écart de ce qui est survalorisé. En revanche, le mot-clé, plus que jamais, c'est vrai tout le temps, mais c'est encore plus vrai dans des années nerveuses, avec une volatilité qui augmente, c'est vraiment de diversifier. Et diversifier, c'est de la géographie, mais pas que. C'est les classes d'actifs, c'est les styles de gestion, etc. Diversifier, effectivement, on ne le dira jamais assez ici. Petite question, le raisonnement, si on regarde un Moi, peu... je peux parler des US une seconde ? Vas-y, justement, j'allais parler des US. Donc, en fait, on a une économie en cas aux États-Unis. Tu as les très riches qui profitent des marchés financiers, qui ont gagné beaucoup d'argent, et les très pauvres avec les droits de douane qui ont du mal. Donc, on a une économème en cas. L'économie américaine, on a vu que le 4e trimestre, il y a eu un fort ralentissement aux US. Et ce que moi, j'ai envie de dire, c'est que c'est l'investissement des entreprises qui tire la croissance. C'est-à-dire que l'investissement dans l'intelligence artificielle, on attend 650 milliards. Si de ce côté-là, ça se grippe, si on avait un crack sur le Nasdaq ou un petit peu moins d'investissement, on pourrait avoir une économie américaine qui tombe en récession, d'autant plus que si Trump continue sa folie des droits de douane, on a vu que les droits de douane sont payés à 90% par les ménages et les entreprises américaines. Donc c'est contre-productif. Donc il faut faire très attention aux États-Unis. Je suis tout à fait d'accord avec Pascal. Un peu moins positif sur la Chine, parce que je trouve que c'est compliqué les problèmes immobiliers, mais enfin on va pas rentrer dans le détail. Mais je pense qu'il faut faire très attention sur les États-Unis. Et puis moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que tout le monde était en début d'année bullish de la mort sur les États-Unis. Et en général, quand c'est ce qui se passe, c'est l'inverse souvent qui se produit. Donc vraiment prudence sur les US. Pour l'instant, ça se tient bien. Le Nasdaq baisse pas beaucoup parce que les grosses capis ne baissent pas beaucoup, mais quand tu regardes du Palantir, quand tu regardes du CrowdStrike, quand tu regardes ce genre de valeur, c'est du moins 30, moins 40. Salesforce, elle en parlait, moins 40, moins 45. Donc attention aux US, il faudrait pas que les bigs commencent à baisser parce que là, on pourrait assister vraiment à un atterrissage en catastrophe de l'économie US. Et ça pourrait aller très vite. Maintenant, on a allocation d'actifs. Donc, si on est prudent sur les US et qu'on peut potentiellement aller sur les émergents, alors vous n'êtes pas forcément d'accord et qui est peut-être moins positif sur la Chine. Elle est plus spécialisée là-dessus. Moi, c'est la vision macroéconomique. Non, mais typiquement sur les émergents, le cas de où on dit que les US sont un peu survalorisés, sont quand même assez hauts en ce moment, en tout cas. Est-ce que, en cas de baisse ma question, c'est en cas de baisse de crack un petit peu sur les marchés US, est-ce que ça pourrait faire baisser aussi tous ces émergents-là, ou alors, finalement, ils seraient plutôt protégés, entre guillemets, de cette baisse, et ne seraient pas forcément corrélés, et au contraire, du coup, ça pourrait être intéressant de rentrer marchand maintenant sur les émergents, ou d'une manière générale, les US ont tellement d'influence sur les marchés mondiaux qu'il faut mieux pas rentrer maintenant, tout simplement, ou que ce soit. Moi, je dirais que tant qu'on est positif sur les actions, ce qui est le cas, malgré tout, malgré ce qu'on vient de dire, je parle de manière globale. Sur le long terme, tu veux dire ? Oui, ouais. Mais même dans le contexte actuel, parce que malgré tout, les entreprises délivrent aujourd'hui, on ne voit pas de récession. Là, sur l'année 2026, dans aucun des pays développés majeurs, on a des banques centrales qui sont neutres ou accommodantes et on a des politiques budgétaires qui sont expansionnistes. Ça, c'est un environnement de marché qui est plutôt favorable au risque, donc plutôt favorable aux actions. Donc là, on a fait un scénario un petit peu catastrophe. C'est vrai que ça peut aller assez vite aux États-Unis. L'un des risques, c'est que les États-Unis, il y a, comme l'a dit Eric, un atterrissage qui se passe mal. Et là, clairement, il y a un effet contagion auquel il sera très compliqué d'échapper. Mais il y a d'autres classes d'actifs que les actions. C'est ça qui est aussi intéressant. On pourra peut-être en parler après. Mais tant qu'on est positif sur le marché actions, parce qu'on estime qu'il y a un environnement qui reste encore porteur aujourd'hui, c'est intéressant d'aller justement s'exposer, mais plutôt sur des émergents, comme je l'ai dit, sans complètement négliger le reste. De nouveau, on peut pas... Enfin, nous, en tout cas, notre philosophie, c'est d'avoir un portefeuille diversifié dans les différents pays, mais on alloue. Donc, je parlais tout à l'heure de surpondération, sous-pondération. C'est ça, en fait, qui va faire la différence sur l'année. Comment on va allouer dans les zones géographiques. On surpondère qui et quoi, de combien, et au profit de qui. C'est ça surtout qui va être intéressant. Mais de nouveau, l'environnement, il n'est pas négatif aujourd'hui avec les informations qu'on a. Il n'est pas négatif sur les actions. Et en France, en Europe, on en pense quoi ? Plutôt pas mal. Moi, neutre. Plutôt pas mal sur l'Europe. Non, mais ça veut dire quoi, plutôt pas mal ? Non, mais le plan de relance allemand, le fait que finalement l'économie européenne reprend progressivement. Et je te parle des niveaux de marché, là. Est-ce que tu rentrerais aujourd'hui ? Enfin, tu vois, là, un investisseur... Non, mais moi, je vois le marché américain ça. baisser, donc je rentre pas sur les marchés européens. Je pense qu'on a besoin d'une consolidation de 10 à 15%. Donc il y aurait cette fameuse corrélation dont je parlais tout à l'heure. Si les US baissent, le reste devrait baisser un peu dans le mais sillage. peut-être moins.
Moi, je pense que la grande chance en Europe, c'est qu'on n'a pas tellement de tech. Pascal qui fait la moue, là. On s'ennuie. Non, mais elle a le droit de faire la moue, pourquoi ? On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais justement, Non, c'est intéressant. moi, je trouve la chance qu'on a, par exemple, en France, c'est qu'il y a très, très, très peu de valeur tech, quoi. Il y a du Dassault Systèmes, peut-être un peu de Capgemini. Les techs, ça doit représenter 6% du CAC 40. Donc, si on a un pain sur le Nasdaq aux États-Unis, c'est pas sûr que ça se reflète sur les valeurs du CAC 40. Donc, je serais plus négatif sur le Nasdaq que sur le CAC qui pourrait bien résister, parce que pour une fois, on n'est pas sensible aux valeurs tech. On a tellement critiqué le fait qu'on avait peu de valeurs tech que là, si on a un Nasdaq qui dérape, je pense que le CAC devrait un petit peu mieux résister. Essilor, t'en penses quoi ? Tu vois, Thibaut avait acheté du Essilor un peu, il a dit toujours qu'il était positif. sur le long terme, ouais. Oui. Ok. Ça cartonne les lunettes connectées, je les ai essayées, c'est fantastique. Ouais, Pascal va s'y mettre peut-être. Mais bien sûr. On va lui offrir. Mais pas pour la vue, juste pour la connexion. Ah voilà, ouais, non, c'est pas mal. Mais elle est jeune, c'est pour ça. Voilà, exact. Non, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur qu'elle réponde pourquoi elle n'est pas d'accord avec moi, là. Non, parce que le point, c'est de nouveau, tout dépend de quel type de correction on parle. Si on parle d'une correction saine parce que les niveaux de valeur sont élevés et que les attentes sont élevées, il n'est pas certain qu'il y ait une contagion aux autres marchés. Maintenant, si on a vraiment une économie qui se crache à l'atterrissage, je vois difficilement comment c'est possible qu'il n'y ait pas une contagion aux autres. C'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est quand même très rare de voir les États-Unis qui sont en très très forte baisse et que les autres pays soient en hausse ou en tout cas sur des baisses très modérées. Et donc, si on se dit... Mais ça dépend... Mais attends, en fait, ça dépend comment vient la baisse. C'est-à-dire que si on a un VIX qui monte à 35 et un Nasdaq qui perd 11% une soirée, évidemment, il y aura des impacts. Maintenant, si le Nasdaq qui perd 12% l'espace de 3 mois, le CAC 40, il perdra peut-être 5 ou 6%. Et voilà. En fait, ça dépend s'il y a une panique. C'est un problème de violence exact. et de volatilité. La bourse, c'est ça. C'est la violence et la volatilité. Tu peux perdre 15% en une année sur un marché sans qu'il y ait une explosion atomique. Par contre, 15% en une séance, ça crée de la panique. Donc, il faut voir comment ça va se faire. Moi, je crois que ça peut se faire graduellement. Mais si on regarde des années où ça a été très violent, comme 2008 ou des crises qu'on a connues, franchement, c'était impossible de survivre. Aucun indice ne pouvait survivre là-dedans. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'ai travaillé pour les auditeurs et j'ai pris quelques petites statistiques. Bah c'est sympa. Mais là, je vois que vous avez bien bossé tous les deux. Là, franchement, elle, c'est la première. Début d'émission. Elle est plus studieuse que moi. Non, mais tout le monde le dit quand on fait des émissions avec Marc. On dit ouais, toi Eric, tu déconnes, mais Pascal, qu'est-ce qu'elle est sérieuse, c'est la bonne élève. Pascal, c'est toujours la bonne élève qui réussit examen après Pascal examen. Pascal 20 sur 20 pour l'instant. Là, ouais. Bah, j'essaye d'honorer, la raison de ma présence. Non, ce que je voulais dire, j'ai regardé les choses qui semblent intéressantes. Parce qu'on a parlé un peu corrélation, diversification, etc. On a regardé sur quand il y a des chocs de croissance. Donc typiquement, crise des subprimes en 2008, l'éclatement de la bulle Internet en 2000, le Covid, la crise LTCM pour les un peu plus anciens. Tout ça, en fait, typiquement dans ce genre de configuration, on a un S&P qui était quasiment en baisse de 31% en moyenne. Mais à l'inverse, les obligations, les bons du Trésor américain, ils étaient à plus 10 et l'or était à plus 5. Matière première, je peux donner le chiffre juste pour l'intérêt, c'est moins 16. Quand il y a des chocs d'inflation, en fait, c'est deux choses qui nous intéressent quand même hautement dans les métiers que nous faisons. Donc, inflation, typiquement, quand il y a eu des craintes en 2000 ou une forte inflation en 2022, je reprends les mêmes statistiques. On a un S&P qui est à moins 17, donc quand même, on a assez fortes baisses. Des treasuries qui est à moins 7, parce que l'inflation touche les obligations. Qui c'est qui s'en sort le mieux ? L'or, qui faisait plus 8, en gros. Mon point, pourquoi je donne ces statistiques, c'est de dire en fait que dans un contexte comme celui qu'on vit aujourd'hui, cette fameuse nervosité, un VIX qui remonte, de l'incertitude, il faut aller chercher des stabilisateurs de portefeuille. L'or peut en être un, les fonds alternatifs peuvent aussi être des stabilisateurs, puisque les hedge funds, fonds alternatifs, ils sont censés être décorrélés des classes d'actifs traditionnelles et performer à la hausse comme à la baisse, puisqu'ils ont en fait des possibilités de s'intégrer dans des marchés qui, justement, peuvent être chahutés, ou justement avec la volatilité, ou justement avec des inefficiences. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'or quand même, parce que l'or, ok, stabilisateur de portefeuille, mais là c'est quand même très haut. Alors peut-être que je dis que c'est très haut et que ça va continuer après. C'est très haut par rapport à quoi ? Par rapport à quand tu regardes sur 20 ans le cours de l'or, c'est vrai que là ces dernières années ça a beaucoup augmenté. Alors peut-être que c'est peut-être que c'est le juste prix. Mais là je crois qu'on est à plus de $5,000 l'once. 5 000. Énorme, voilà. C'est un rempart contre la folie de Trump. Oui, mais alors la question c'est ça. Plus réserve des banques centrales. Non mais ça, alors évidemment il y a les banques centrales qui en achètent beaucoup et puis dès qu'il y a un stress géopolitique ça monte. Ouais. Mais si demain il y a plus ce stress géopolitique là, est-ce qu'il y a Ah bon, pourquoi il y aurait plus ce stress avec Trump ? Il y a toujours un stress, mais bon, peut-être que finalement, ça, on ne sait pas en fait, tu vois.
Au-delà du stress géopolitique, il y a un nouveau mouvement qui est assez fort. Le dollar, ça reste quand même une monnaie d'échange qui est très, très, très plébiscitée aujourd'hui. Donc voilà, il faut quand même pas non plus se dire que c'est la fin du dollar, pas du tout. Mais il y a un lien quand même aussi avec l'or. Aujourd'hui, il y a un mouvement de dédollarisation qui est très net. Et tout ça, c'est quoi ? C'est qu'on a un monde qui est de plus en plus fragmenté. En fait, pendant très longtemps, on a eu une économie qui était très mondialisée, avec le libre-échange, etc. On voit bien qu'on n'est plus du tout là-dessus aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus que l'Europe qui continue à croire au libre-échange. Le fait est qu'on est dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, avec une vraie volonté de recentrer plus de suprématie, etc. On le voit dans la défense, on le voit dans beaucoup de choses. Dans la tech, évidemment, il y a vraiment des questions de dépendance, indépendance, dans les matières premières. Donc ce monde qui est en train de se dédollariser, c'est un effet positif sur l'or. Parce que les banques centrales, elles avaient des réserves notamment de bons du trésor américain. Et aujourd'hui, il y a une vraie recherche de... Qu'est-ce qu'on fait quand on se dédollarise ? En fait, pour une banque centrale, on achète de l'or. Et il y a un autre mouvement qui est arrivé en 2025, c'est que c'est une des rares fois où particuliers plus institutionnels, banques centrales, sont allés acheter de l'or. Et c'est pas fini. Aujourd'hui, on a encore, je crois que les privés, c'est 2 à 3% uniquement. Donc, il y a encore largement, dans leur portefeuille, il y a largement encore de quoi abonder. Donc, pour moi, le mouvement, il n'est pas fini. On pense, nous, qu'il y a eu une correction aussi qui était liée aussi à des algorithmes. Les Chinois sont en vacances, les Chinois sont très acheteurs d'or. Attendons qu'ils reviennent aussi de la petite période, voilà. Mais en tout cas, nous, on est positifs. On le voit à 5 600 $ l'once à horizon 12 mois. On les a touchés. On a ça fait plus de 10%. Hein. Par rapport à ce qu'on a connu, c'est pas 7, énorme. 7, 8, ouais. Oui, non, mais c'est ça. C'est que quand on regarde, on se dit... mais le problème, c'est qu'en fait, on sait jamais. D'ailleurs, il y avait une stat, c'était assez intéressant, qui disait que souvent en France, en Europe, nous, on achetait les choses quand c'était pas cher, entre guillemets, alors que les Américains et les Chinois ont plutôt tendance à suivre les tendances et que finalement, tant que le momentum est positif sur un actif, eux, ils achètent plutôt quand ça monte, en fait, et nous, on achète quand ça baisse. Alors, je suis d'accord, la dédollarisation, je vais pas compléter, elle a expliqué de façon parfaite, mais à chaque fois que Trump fait une connerie, il leur montre, regarde, par exemple, tout ce week-end, les 10%, les 15%, toute cette folie autour des droits de douane, qu'est-ce qui s'est passé hier sur l'or ? Ça a gagné 4%, on était à 5002. Donc, en fait, dès que Trump fait une connerie, l'or, ça peut aller à 6000, 7000. Après, moi, j'ai peur quand même qu'il y ait un moment où les gens se mettent à vendre du dollar, se mettent à vendre des bons du trésor américain. Si jamais Trump continue à faire un petit peu n'importe quoi en termes de politique économique, et là, on peut avoir l'or à 6 000, 6 500, 7 000 $. Et ce qui est marrant, c'est que le Bitcoin, qui est ton truc préféré, personne n'en veut, ça vaut 63 000. On disait tous que ça serait un refuge, c'est pas du tout un refuge. Certains même se demandent s'il n'y a pas une baisse jusqu'à 40, 45 000 avant de revenir long sur le Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, un petit aparté, sur le long terme, moi, je suis positif. Maintenant, c'est sûr que là, par rapport à l'or, après, encore une fois, le Bitcoin, 15-16 ans d'existence, or 7 000 ans, il y a quand même des choses où effectivement l'or tient plus son rôle. Oui, mais le problème, si tu veux, c'est quand tu dis je suis positif, à long terme, la grande problématique, c'est si tu achètes du Bitcoin à 65 000 et qu'on descend à 25 000, est-ce que tu conserves le Bitcoin pour les gens ? Parce que quand tu dis positif, il faut supporter les pertes potentielles. Les gens ne comprennent pas. Tu dis, ah oui, moi sur les marchés, il y a des gens qui disent, ouais, les actions, c'est le meilleur placement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais si tu achètes de moins volatile. Mais si tu achètes du CAC aujourd'hui et qu'on fait moins 20 sur le CAC, même si tu penses que ça vaudra 10 000 dans 5 ans, est-ce qu'à moins 20, tu tiens ? Et c'est ça la problématique. Il faut savoir gérer son seuil psychologique, son stress psychologique sur le marché. Il y a de plus en plus d'institutionnels qui rentrent sur le Bitcoin, et donc là, les institutionnels ont cette capacité-là. Là, ils sont vendeurs pour l'instant. Oui, non, mais c'est sûr. Mais donc, vous deux, plutôt positifs sur l'or, voilà, en tout cas, à moyen terme. Il faut en avoir 5% dans son portefeuille, au cas où Trump continue ses folies. C'est tout. Ok. Et justement, à partir là sur les droits de douane, qu'est-ce qui se passe en fait ? Ça a été retoqué finalement là. Incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe ? Incompréhensible, cacophonie complète. Certains pays qui étaient anti-américains vont être beaucoup moins imposés, alors que des pays comme le Royaume-Uni qui a eu des taux à 10% remonteront à 15%. C'est totalement incompréhensible ce qui se passe. On rentre dans le terrain juridique, d'autant plus que les nouveaux droits de douane c'est 150 jours. Il y a les mid-terms qui se présentent. Il faut au bout de 150 jours un vote du Parlement, Chambre des représentants et du Sénat. Mais on pense qu'il y a beaucoup de républicains qui commencent à se dire que c'est compliqué pour l'économie américaine parce que c'est l'Américain lui-même, le petit consommateur de l'Ohio, du Nebraska qui paye. Donc c'est très compliqué. C'est vrai. On rentre dans un problème juridique. Oui, mais au début, Trump ne voyait pas ça. On rentre dans un problème juridique. Moi, je pense que ça devient très compliqué de commenter tout ça. Entre les articles 316, 377... Je suis pas un spécialiste du juridique aux États-Unis, mais je dis que ça rajoute une cacophonie au marché qu'on n'avait pas besoin. Et juste pour comprendre, donc en fait, lui, il voulait mettre des droits de douane par pays, et finalement, on lui a dit non, c'est pas possible. En gros, c'est un peu ça l'histoire. Pascal, c'est quelque chose que tu regardes, toi, tout simplement, ou alors t'es là, ok, je regarde, mais là, on n'y comprend tellement rien que je le prends pas forcément en compte, moi, dans mon allocation.
On est obligé de regarder parce qu'on a bien vu, quand il y a eu Liberation Day, on a bien vu l'énorme impact quand même que ça a eu sur les marchés. On a mis du temps, entre guillemets, à s'en remettre, jusqu'à de nouveau qu'on arrive à faire le tri et de comprendre où on mettait les pieds. Et on voit bien quand même des pays qui sont... je reviens 2 secondes aux émergents, finalement. Avant toute cette cacophonie, les émergents s'en étaient plutôt bien sortis. Ce qui avait probablement aussi contribué à créer une attraction pour ces pays-là et des flux acheteurs. Donc oui, clairement, on est obligé de regarder. De toute façon, de manière générale, la politique et la géopolitique n'impactent jamais très longtemps des portefeuilles. Donc on n'est pas à se dire on doit fuir quand il y a un événement géopolitique. En revanche, cette année, la politique américaine fait partie des risques que nous avons identifiés parce qu'il y a quand même des institutions qui sont chahutées. Il y a eu toute l'histoire de la Fed, de Powell, qui on va mettre à la place. Il y a les midterms qui sont en train d'arriver. Il y a la Cour suprême. Et en fait, c'est quand même fou de se dire ça, en 2026, de se dire que l'un des risques qu'on envisage dans l'une des plus grandes démocraties au monde, la plus grande, c'est de se dire qu'il y a des institutions qui sont aujourd'hui un peu mises à mal. Ça, je trouve complètement dingue. Pour moi, c'est un risque qui est totalement nouveau. On est obligé forcément d'en tenir compte dans la manière dont le pays va se comporter, les impacts économiques que ça aura, et donc, qu'est-ce qu'on met dans nos allocations sur cette thématique. Restez avec nous, on parlera évidemment tout à l'heure des pires risques qui pourraient arriver sur les marchés et voilà, savoir un petit peu quoi scruter cette année pour essayer d'anticiper au maximum, pour soit éviter de perdre de l'argent, soit potentiellement essayer d'en gagner en plaçant, en ayant un coup d'avance entre guillemets sur ce qui pourrait se passer. Avant de passer à une autre question, Pascal, juste, tu parlais du dollar. C'est quoi le risque principal si le dollar baisse là pour les investisseurs ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Tu parlais aussi des bons du Trésor américain. Petite réflexion par rapport à ça. Les tarifs, si mine de rien, Donald Trump peut pas mettre autant de tarifs qu'il veut, c'est du manque à gagner pour l'État. Est-ce que ça peut pas... C'est pas sûr du tout, parce qu'ils peuvent récupérer ça sur la consommation des ménages aux États-Unis. Donc la consommation des ménages va être moins contrainte. Donc ça t'inquiète pas, ça ? Je ne m'inquiète pas du tout. Ouais, okay. Non, mais il faut arrêter ces conneries de droits de douane. On sait très bien que tous les droits de douane qui ont été mis depuis que le monde existe ont provoqué des cracks complets. En 1930, il y avait eu droits de douane au moment de la présidence de Hoover. Ça avait conduit non seulement au crack de 29, mais ça fait entraîner une dépression, et c'est pour ça qu'il avait été écrasé par Roosevelt. Donc moi, je suis anti-droits de douane. Okay. Sauf avec la Chine, entre l'Europe avec la Chine, où il faut vraiment faire en sorte qu'on ne soit pas envahi par les voitures chinoises. Mais ce que fait Trump, ça va dans le mur. Surtout qu'il le fait avec ses partenaires. Et Pascal, donc rapidement sur le dollar, qu'est-ce que ça peut... qu'est-ce qu'il faut surveiller quoi, Si on regarde typiquement ce qui s'est passé l'année dernière, on a un marché américain qui s'est très bien tenu, mais pour un investisseur européen, avec une baisse du dollar qui était aux alentours de 13-14%, on voit bien quand même que l'investissement, c'est pas la même configuration. Donc après, évidemment, tout dépend de quand les dollars qui ont servi à cet investissement ont été achetés. Moi, j'ai connu des périodes pas si lointaines où le dollar était à 1,40. Donc voilà, aujourd'hui, on est à 1,18. Ça reste, pour des personnes qui ont acheté à 1,40, il reste gagnant uniquement sur l'euro-dollar. Mais quand on investit aujourd'hui dans une monnaie autre que sa monnaie de consommation et que sa monnaie de référence, il est certain qu'on prend ce qu'on appelle un risque de change. Donc au moment où on consolide son portefeuille sur sa devise, justement, typiquement l'euro pour nous, toutes les variations de change vont être intégrées dans la performance du portefeuille. Donc on est obligé, quand on va aller s'exposer, et si on ne couvre pas son investissement, on est obligé aussi de faire une prévision sur où va la devise dans laquelle j'investis, qui n'est pas ma devise de consolidation de mon portefeuille. Donc, très important quand même de regarder ça. Et ceux qui voudraient investir via du dollar aujourd'hui Déjà, les différentiels de taux, aujourd'hui, le dollar est plus rémunérateur que l'euro. En revanche, on attend 3 baisses de taux cette année de la part de la Fed, plutôt sur la deuxième partie de l'année. Ça nous dit aussi que le dollar va être moins rémunérateur. Donc, normalement, ça devrait aussi peser sur la devise. C'est pour ça qu'on envisage, nous, un euro-dollar à 1,22. Parce qu'il y a ces baisses de taux qui sont en train d'arriver, parce qu'il y a une forme de défiance, comme on l'a dit, parce qu'il y a un mouvement de dédollarisation. Après, ce n'est pas non plus un crack sur le dollar, mais on voit bien quand même que pour le moment, il y a quand même une dette qui est très importante. Et puis Trump, il n'a aucun intérêt à ce que le dollar se renforce. Oui. Donc voilà, juste un mot peut-être qui est important, il y a beaucoup d'investissements qui sont couverts et des fonds qui sont accessibles en version couverte. Donc je reviens à l'idée d'investir dans de la dette émergente. La dette émergente peut être par exemple libellée en dollars. On n'achète pas de la dette dans la devise émergente, on achète en dollars ou en euros. Et si elle est en dollars, on couvre notre risque de change avec une part du fonds qu'on utilise qui est couverte. Donc au final, le risque est neutralisé, on va juste chercher le rendement.
Oui, c'est comme il y a des ETF hedgés, etc. Absolument. Et ça, malgré, bon, c'est un peu plus de frais, du coup, comme il y a ça, on s'y retrouve quand même. Clairement. En tout cas, quand on voit ce qui s'est passé l'année dernière, valait clairement mieux être couvert. Ok, bon, et pas très clair. On va écouter un vocal d'Alexandre qui avait des questions notamment sur la gestion pilotée. On l'écoute. Bonjour l'équipe de la Martingale, je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans et j'ai une question à propos de la gestion pilotée dans les contrats d'assurance vie, de PER ou de PEA. Voilà, moi j'investis environ 500 € par mois sur différentes enveloppes, PER, PEA, assurance vie. J'ai commencé il y a 1 an et comme je m'y connaissais pas beaucoup, j'ai choisi l'option de la gestion pilotée en profil tantôt dynamique, tantôt plutôt équilibré. Mais maintenant que je m'y connais un peu plus, je me demande si ça a vraiment un intérêt et une plus-value de gérer son argent de cette façon. Merci pour votre réponse et bonne émission. Ça, c'est pour Pascal. Hein. C'est pour Pascal. Ça. Et j'ai une deuxième question à propos des options de sécurisation des plus-values et de limitation des moins-values au sein de mon contrat d'assurance vie. Pour le moment, moi, j'ai souscrit aucune de ces options. Je ne sais pas si ça a un intérêt. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Merci. Merci Alexandre pour ta question. Pourquoi ils sont si mous dans leurs questions là? Bah mais non, mais attends, il a dû l'envoyer le matin. Il est intimidé. Voilà. Le mec, il se réveille, il sort du lit. Il a la star Pascal Sévy qui va lui répondre. Donc la chance. Star mondiale. Il se demande, est-ce qu'il faut faire de la gestion pilotée ou pas dans le PER, assurance vie, etc. La gestion pilotée, en gros, c'est une forme de délégation, de packaging en fait de la gestion. Quand on n'y connaît pas grand-chose, en effet, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une diversification, quand même, qui est la clé. Après, il y a tellement d'options possibles dans le monde de la gestion pilotée ou dans le monde des fonds d'allocation de manière générale que il faut quand même bien regarder comment c'est investi, quels sont les frais qu'il y a derrière, etc. Ça me paraît très important. Dès lors qu'on s'y connaît un peu, pourquoi pas quand même aller choisir soi-même ses supports. Grâce à des émissions comme La Martingale, on peut arriver quand même à avoir suffisamment d'informations pour le faire. Ça nécessite en effet du temps et d'être bien informé, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de sources pour s'informer. Donc voilà, tout dépend en fait du temps qu'il a envie d'y consacrer et de la confiance qu'il se fait pour faire ses propres choix. Moi, ce sera à peu près ça ma réponse. Après, évidemment, quand on parle de sommes d'argent qui sont vraiment significatives, de manière générale, j'entends, de déléguer la gestion à des professionnels qui vont faire de la gestion sous mandat, par exemple, en fonction du profil de risque, de l'appétence au risque dont parlait Eric tout à l'heure. Est-ce que je dors bien la nuit quand un marché fait moins 10, si j'ai un horizon temps de 5-10 ans devant moi ou pas? Tous ces sujets-là, ça, c'est la base de mon métier, je dirais, c'est le diagnostic patrimonial. Et c'est comme ça, derrière, qu'on va orienter, 1, sur le profil de risque et 2, sur le type de solution qu'on doit envisager. Et après, sur sa deuxième question, j'avoue que je ne comprends pas très bien dans le sens où un contrat d'assurance vie, déjà, l'intérêt, c'est que ça capitalise. Donc, à partir du moment où ça capitalise, on ne paye la fiscalité que quand on fait un rachat sur le contrat. Donc, aller piloter des plus ou moins values au sein d'un contrat, il n'y a pas de question fiscale. En revanche, si son sujet était de dire je veux être sûr de pouvoir systématiquement prendre mes profits ou systématiquement limiter mes pertes, pourquoi pas, mais je ne suis pas certaine que ça a un véritable impact sur le long terme d'avoir ce type de gestion. Et ben voilà, masterclass de Pascal Sévy, voilà, pour répondre à notre ami Alexandre. Tu nous réécris si tu le souhaites, voilà. Si c'était pas clair. Voilà, c'est ça. Mais c'était très clair. Et tu te réveilles un peu plus tôt le matin. Oh là là. Voilà. Eric Lewin t'offre un double espresso. Merci beaucoup pour ta question en tout cas. On a un vocal, alors plutôt long qu'on va écouter de Sacha et qui avait pas mal de questions. On va lui répondre tout de suite après. Bonjour à toute l'équipe de la Martingale. D'abord merci pour votre contenu. Vos podcasts sont top, ça nous aide beaucoup. J'aimerais revenir sur une émission que vous avez fait avec Charles Gave où j'aimerais avoir des petites précisions et des petits conseils et vous savoir si je me trompe totalement. Pour ma part, je m'intéresse sérieusement à la finance depuis environ 1 an. Aujourd'hui, je possède un appartement en LNP ainsi que ma résidence principale. Et là, cette année, je m'intéresse beaucoup à la finance et je vais passer à l'action. Donc, hors IMO, ma répartition cible, ce serait la suivante. 30% en poche sécurisée via des fonds euros en assurance vie chez Lynxea, capital garanti à 98%, et 70% en poche croissance via un PEA chez Fortuneo, investi en DCA.
Dans cette poche croissance, j'aimerais 50% sur un ETF World, 10% en actions en direct, comme Schneider Electric ou Air Liquide, et 10% en diversification avec de l'or et ou du Bitcoin. J'ai 2 séries de questions. D'abord sur les obligations et les monnaies fortes. Charles Gave parle souvent de l'intérêt des obligations libellées en monnaie forte, comme le franc suisse. Concrètement, pour un investisseur particulier français, comment mettre cela en place ? Est-ce qu'il faut acheter directement des actifs ou obligations en franc suisse pour réellement bénéficier de la solidité de la monnaie ? Existent-ils les ETF obligataires en franc suisse, accessibles via un PEA ou une assurance vie ? Et si ces ETF sont achetés en euros, est-ce qu'on conserve malgré tout l'exposition à la devise ou est-ce qu'elle est neutralisée ? Peut-être que j'ai une réponse, ça serait peut-être par un compte titre ordinaire, mais comment concrètement ensuite le faire ? Est-ce que vous avez des conseils ? Deuxième sujet, l'exposition à l'Inde et à la Chine. Charles Gave évoque beaucoup leur potentiel de croissance. Quelle est selon vous la meilleure manière de s'y exposer dans ce type de portefeuille, PEA ? Ajouter des ETF dédiés Inde ou Chine en complément d'un MSCI World par exemple, sur un ETF Emerging Market, ou plutôt privilégier des entreprises occidentales fortement exposées à ces marchés comme Schneider Electric pour bénéficier indirectement de la croissance asiatique. Est-ce qu'une poche dédiée d'environ 10% vous semble cohérente, sachant que voilà, mon profil serait plutôt sécure, mais qui a envie un peu de croissance quand même. Donc voilà, même si je pense que petit à petit, je vais évoluer vers un profil plus dynamique. Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci encore pour tout ce que vous faites, et puis à bientôt j'espère. Merci Sacha pour ta question, pour ton Pascal. vocal. Ça va Eric, c'était assez dynamique ? Oui. C'est une émission pour Pascal parce que j'ai rien à dire. Non, mais après, il y a plein de valeurs Mais pour non, toi, mais tant Eric, mieux, mais juste attends. derrière. Alors, merci Sacha pour ta question. Alors, il y avait beaucoup d'infos, on va se concentrer sur 2 choses. La première, obligation et monnaie forte. Est-ce que tu peux, Pascal, nous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça marche et quelle est ta recommandation par rapport à ça ? Alors, en fait, tous les pays peuvent émettre des obligations, toutes les entreprises des pays peuvent émettre des obligations. Mais une obligation, par exemple, je reviens au marché émergent. Alors, une obligation, c'est on ma émet de la martingale. dette, Absolument. et après, nous, on joue le rôle de la banque et on prête avec des intérêts. C'est ça. Mais une obligation, une entreprise dans les pays émergents peut émettre dans diverses devises. Donc, elle peut émettre en euros, en dollars, en devises locales. Donc, déjà, il faut comprendre ça. Maintenant, je reviens à la question sur les francs suisses. Bon, aujourd'hui, les taux d'intérêt en Suisse, ils sont quand même très bas, voire repartis dans des zones négatives en fonction des périodes. Donc, je ne vois pas tellement l'intérêt d'aller acheter une obligation libellée en francs suisses et de surcroît prendre un risque de change. Parce que si le but, c'est d'avoir la monnaie forte, bah, autant aller acheter du franc suisse et rester en francs suisses. Mais je ne vois pas trop, en fait, le différentiel. Si on va vraiment aller chercher un différentiel de taux et qu'on est prêt à prendre un risque de devise, dans ce cas-là, ça rend l'opération un peu plus intéressante. Mais je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le dollar. Si la devise s'éclate à côté, ça n'a pas grand intérêt. Donc, pour moi, je dirais peut-être la seule vraie stratégie, si on sort un peu de sa zone habituelle, je suis désolée, je ne suis pas obsédée par ça, mais je trouve ça vraiment intéressant. Les obligations émises dans les pays émergents en devise, ce qu'on appelle en devise forte, qui vont être de l'euro, du dollar, ce n'est pas de la devise forte comme il l'entend, mais c'est de la devise forte par rapport aux devises émergentes qui, elles, peuvent être quand même comporter d'autres risques. Donc toi, tu ne prendrais pas le risque en plus de faire de l'émergent, tu ne prendrais pas le risque en plus de t'exposer à la monnaie des pays émergents. Absolument. Et je ne prendrais même pas le risque de m'exposer au dollar dans ce cas-là, parce que je garde mon euro, mais je vais chercher un différentiel de rendement, c'est ça qui va vraiment m'intéresser. Donc toi, si tu peux, tu fais émergent plus euro. Exact, émergent couvert, en euros. Okay. Exactement, et ça rapporte quand même, aujourd'hui, en rendement instantané, nous, sur le fonds qu'on utilise, on a 5-6%. En version couverte, 5. C'est quand même intéressant. Partie 1 des Chines. Alors, on a déjà un peu parlé tout à l'heure. Comment s'y exposer, en particulier dans le PEA, lui parler de PEA. Alors, évidemment, il faut regarder ce qui est éligible. Là aussi, il faut faire attention au risque de change parce que, en fait, dans le PEA, on peut avoir des instruments qui sont vraiment couverts, véritablement, ou des instruments qui sont libellés en euros mais qui ne sont pas couverts. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire que si jamais, je prends l'exemple d'un ETF S&P 500 éligible au PEA. Si jamais il n'est pas couvert, même s'il est libellé en euros, l'année dernière, on se prenait la baisse du dollar. S'il est couvert, on prenait que la hausse du marché américain. Donc, il faut vraiment faire attention. Et dans les supports éligibles au PEA, les 2 versions sont possibles. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est en tout cas de prendre un ETF émergent éligible au PEA et de pas spécifiquement aller chercher un ETF sur l'Inde, sur la Chine, pour pouvoir quand même jouer la diversification.
Ok, bon, très clair, voilà. La liste de courses de Pascal. Merci beaucoup, Elle Pascal. fait une première sans faute. Hein. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Hein. Là, franchement, c'est dur. je suis bluffé. Hein. Vous avez de la chance. Je crois que Valentine et nous, peut avoir peur, là. Ah, non, mais Valentine. Et Alain Pitou, c'est dépassé. Ah ouais, non, mais Alain, c'est fini, quoi. Arrête, c'est mes amis en plus. Voilà, oui, vous connaissez très bien en plus. Non, mais il n'y a que du haut niveau dans cette émission, de toute façon. C'est ça. J'ai beaucoup de chance. Allez, pour Eric. Ah, enfin. Voilà, allez, des valeurs. Donc, non, mais je plaisante. Hein. C'est Herman qui nous a envoyé un message vocal spécialement pour Eric Lewin. On l'écoute. Bonjour Amaury et les équipes de la Martingale. Bonjour Eric Lewin. Bonjour. J'ai des questions concernant des secteurs différents. La première concerne la parapétrolière Vallourec. L'action de la société a bien augmenté depuis le début de l'année. J'ai un PRU de 15. Est-il intéressant de renforcer, sachant que l'action approche les 20 € et de la garder en fond de portefeuille et jouer une potentielle OPA, ou commencer à alléger en prenant les bénéfices? Ma deuxième question concerne les sociétés Walix et 2CRSI. Les actions ont fortement augmenté. Est-il plus prudent de récupérer la totalité de ces bénéfices ou attendre une potentielle OPA sur ces deux valeurs? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Herman, pour ta question. Ah tiens, les OPA, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu en parler. Vallourec. Ouais, vas-y. Tube sans soudure, très beau dossier qui est au plus haut depuis un an. Ça vaut 12 fois les bénéfices. Moi, je pense que le pétrole va fortement augmenter parce que je pense que Trump, comme sur le plan intérieur, s'est complètement planté, va attaquer l'Iran. Et donc, moi, je suis plutôt... c'est ton pari. Ouais, c'est mon pari. Ouais. C'est mon pari. Donc, je suis plutôt bull sur le pétrole. Si on est bull sur le pétrole, on est bull sur les parapétrolières. C'est pour ça que tu achètes de l'or aussi. On est bull sur Vallourec, exactement. On est bull sur Vallourec, avec en plus chez Vallourec, ArcelorMittal qui a 28,5% du capital et qui, à mon avis, tôt ou tard, lancera une OPA sur Vallourec, sans doute 25-26 €. Donc là, on vaut autour de 19 €. Évidemment, il faut rester positif sur le dossier. Évidemment, la hausse n'est pas finie. Évidemment, il va se passer quelque chose. Quand, je ne sais pas, mais je pense que dans 18 mois, l'affaire est pliée. Ok. Je suis clair, net et précis. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai. C'est bien que je prends exemple sur Pascal. Oui. Non, mais elle a tellement d'avance sur moi. Sur Walix, spécialiste de la cybersécurité, contrairement à ce que dit notre ami Herman, le titre vient de perdre 30% en ligne droite. Tout simplement parce que dans la cybersécurité, Anthropic a lancé un espèce de produit qui permet de détecter les failles dans les logiciels. Et donc, l'ensemble du secteur de la cyber s'est effondré aussi bien aux États-Unis qu'en Europe avec Walix. Quand on regarde Walix, c'est un beau petit groupe qui devra atteindre l'équilibre d'exploitation cette année, alors qu'il y a eu des années de pertes. Je crois qu'ils ont perdu 12 millions sur les 2 dernières années, mais ils ont investi. Donc, je suis plutôt positif sur Walix d'un point de vue général. Je connais bien le patron, Jean-Noël de Galzin, qui est même un bon pote. Maintenant... Qui ne connaît pas Eric Lewin? Non, qui ne connaît pas Jean-Noël de Galzin, qui est très bon sur la cyber. Maintenant, moi, ma grande angoisse, c'est que le secteur peut être disrupté. Donc, faut faire attention. Donc, oui, je suis positif d'un point de vue fondamental. Le momentum est pas bon du tout. De ce RSI, c'est la boîte qui monte. C'est les serveurs à haute performance. Ils travaillent notamment avec l'IA. Ils ont fait 650% de hausse en termes de chiffre d'affaires sur le premier semestre. L'action vient de gagner 190% en ligne droite. Elle est passée de 10 € à 25 €. Ça vaut 600 millions d'euros de capi. C'est pas encore très très cher. Ça vaut 12 à 13 fois les bénéfices. Mais moi, j'ai du mal à aller sur une boîte qui est passée de 10 à 25 €. Je crois qu'elle a mis un mois pour faire ça. Justement, c'est un peu la question que je posais tout à l'heure et un peu la différence d'investir entre Asie, Amérique et nous, Européens, on va dire. Là où j'ai l'impression que si les fondamentaux sont bons, des Américains ou des Asiatiques iraient dans ce genre de dossier pour suivre la hausse, nous, comme tu dis, on a plutôt... Et c'est difficile de se positionner. Alors, ça dépend des cas, évidemment, il n'y a pas de règles. C'est suicidaire de ma part de dire au micro de la Martingale, qui est écouté par le monde entier, alors que de CRSI est passé de 10 à 25, continue à acheter. Non, mais évidemment. Moi, je préfère je parle de la question en général. Je préfère dire, prenez un peu vos bénéfices pour ceux qui en ont. Ouais. De même que Dassault Systèmes qui vient de passer de 32 à 17 €, je vais pas dire vendez, je vais dire plutôt attendez un petit peu peut-être pour acheter. Quoi. Ça me paraît plus logique. Et avant de prendre donc Vallourec positif, Walix positif en fondamental mais pas bon momentum, et 2CRSI très positif mais à mon avis 20 à 25% de consolidation qui s'impose sur ce dossier. Très clair. Et qui reste l'un des rares dossiers sur la place de Paris pour jouer l'IA. Parce qu'on n'en a pas parlé, il y a très peu de dossiers pour jouer l'IA et ça en fait partie. Et justement, pour finir sur les... de même que STM, de même que ST Microelectronics, qui est bien positionné sur l'IA, c'est la plus forte hausse du CAC depuis le début de l'année, ça a gagné 30%. C'est peut-être un petit dossier aussi pour jouer l'essor de l'IA, et avec bien sûr les Legrand et Schneider dans les data centers.
Et justement, quand on parlait tout à l'heure de la claque un peu que prennent les valeurs informatiques, etc. Alors, encore une fois, ça dépend, c'est au cas par cas et personne n'a de boule de cristal. Mais quand tu disais faut attendre d'y voir un petit peu plus clair là-dessus, alors d'un côté, oui, faut être prudent. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas justement un petit peu quand tout le monde panique, est-ce qu'il n'y a pas des valeurs qui ont pris des corrections qui sont pas forcément justifiées, tu vois? Mais étant donné que si tu veux, les clients que tu as, ou les auditeurs, je pense pas que ce soit des auditeurs extrêmement fortunés, c'est des auditeurs qui bâtissent un patrimoine. Il faut comprendre que l'aversion au risque n'est pas la même pour tout le monde. Si tu possèdes un patrimoine de 10 millions d'euros et que tu mets 300 000 euros sur Dassault Systèmes et que tu perds 10%, les 30 000 euros, c'est finalement $1 pour toi. Non, mais c'est ce qu'il y a de plus important en bourse. C'est-à-dire qu'il faut supporter les pertes et tout le monde, et Pascal, ça beaucoup mieux que moi, ne supporte pas les pertes. Tout dépend de leur patrimoine. Les gens qui font de la bourse, les auditeurs, ils veulent gagner très vite de l'argent. Dassault Systèmes, je pense que ceux qui achètent à 16 euros gagneront de l'argent un jour. Mais est-ce qu'ils peuvent patienter pendant 6 mois avec une action qui va à 14 euros? Et c'est la grande problématique sur les marchés financiers, c'est que le temps et l'aversion au risque. Et ça, je t'assure que c'est les deux éléments les plus importants pour moi. Moi, j'ai des dîners où les gens me disent « Alors, est-ce que tu n'achèterais pas du Stellantis à 6 euros? Ouais, moi, je veux en acheter, etc. » Ok, Stellantis à 6 euros, c'est pas très cher, mais si ça vaut 5 demain, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est sûr. Mais et là-dessus, évidemment, je le rappelle, à chaque fois on donne des avis, etc. Mais faites vos propres recherches. Et moi, j'ai plein de gens qui me disent oui, non, mais c'est bon. Moi, si je perds 20% demain, je serais bien. Bah non, quand ça arrive, à chaque fois, 80% des gens viennent, ils sont pas bien. Donc évidemment, faites attention. Ne mettez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Et si vous êtes OK pour avoir des pertes, même latentes, parce que si vous vendez en panique, vous perdez de l'argent. Et puis surtout, quand on fait de la bourse, je voudrais préciser ça, il faut pas avoir besoin de son argent. Oui, non, mais évidemment. Non, mais parce que tu dis oui, évidemment. Moi, j'entends même mes gosses, ils me disent ouais, papa, je voudrais faire des coups en bourse, mais je te préviens, dans 3 mois, je pars au Maroc. Mais je dis ma chérie, si c'est dans 3 mois tu pars au Maroc, ne fais pas de coups en bourse, attends. Les gens, ils pensent trop que la bourse c'est du casino où on va acheter puis dans un mois on aura gagné 30%. La bourse, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'argent. Ceux qui ont besoin de l'argent pour la vie de tous les jours, ne faites pas de bourse. Faites, comme le dit Pascal, des rendements à 4, 5, 6% par an. Allez chez Lombardier, elle est très bonne, c'est une spécialiste, etc. Mais sinon, ne faites pas de bourse. Mais vraiment, je le dis, c'est un vrai conseil de bonne loi, plus intéressant que tous les conseils à la con que j'ai pu donner. Parce que les gens, trop souvent... Et il y en a beaucoup. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais franchement, parce que les gens pensent trop que la bourse est un casino où on peut gagner 30% en 3 jours. Non, mais c'est bien de le rappeler. L'argent... En bourse, on n'en a pas besoin. Pascal, tu voulais ajouter quelque chose? Alors évidemment, ça dépend des valeurs là, sur toutes ces histoires de momentum. Et je te voyais, tu voulais potentiellement réagir sur quand savoir, quand est-ce qu'on sait. Encore une fois, dans une logique d'argent dont on n'a pas besoin, etc. Ça, on ne cessera jamais de le rappeler. Quand est-ce que tu arrives à savoir un petit peu quand là tu te dis, enfin c'est quoi toi un peu tes degrés d'analyse où tu te dis non mais attends, la telle valeur. Moi je pense qu'elle a pris une claque qui n'était pas méritée. Ou là au contraire, je pense que la claque est... Comment tu fais le différentiel entre les deux, tu vois, notamment par rapport à tout ce qu'on dit sur l'IA en ce moment? Déjà, il faut comprendre les raisons de la baisse et recontextualiser les raisons de la baisse. Ça, je pense que c'est la clé, parce qu'il y a des valeurs qui ont énormément perdu. Ça sert à rien d'y aller si on n'a pas du tout d'espoir. On voit rien dans peut-être la réorientation de l'entreprise, un changement de managérial ou autre, mais rien qui nous donne envie d'y aller, qui nous dit non, ça y est, ils ont l'IA, c'est quoi en fait? Ce que ça dit spécifiquement, pour faire le lien avec ce que je disais avant, l'IA, c'est beaucoup repenser les modèles. En fait, le problème de l'IA, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission. On ne sait pas exactement l'impact que ça va avoir sur l'emploi, sur les logiciels, sur les cabinets d'avocats, etc. Donc, en fait, l'IA oblige beaucoup d'entreprises à repenser leur modèle. Il y en a qui y arrivent très bien, qui ont fait un super shift, qui donne vraiment envie d'y aller, même si ça a été chahuté en attendant pendant la transition. D'autres qui n'ont pas encore trouvé comment ils vont repenser le modèle. Et les troisièmes qui n'arriveront pas à repenser le modèle. Donc, je pense que le plus important, c'est déjà de comprendre la raison de la baisse. Ensuite, pour parler autre chose que de l'IA, je parle du luxe de minutes, LVMH, qui traite quand même aujourd'hui sur des points bas. Là, on se pose aussi la question, je recontextualise de nouveau. Pourquoi le luxe a baissé? Pourquoi les résultats avaient été un petit peu sanctionnés? C'est quoi les perspectives? Est-ce qu'on estime qu'aujourd'hui, la consommation de biens de luxe peut redémarrer de manière significative? Est-ce que le groupe est en bonne posture pour les 10, 20, 30, 50 années qui vont vivre maintenant? Parce qu'il va y avoir évidemment une transition. Donc, on regarde vraiment le dossier et on compare à ses pairs. Et là, on se dit, est-ce que j'ai envie d'y aller sur la base de cette analyse que j'ai faite? Donc, la conclusion de tout ça,
comprendre la raison de la baisse, de recontextualiser l'entreprise par rapport à ses pairs et de regarder son niveau de valorisation. S'il est historiquement intéressant et que j'ai des perspectives, là, j'y vais, quitte à patienter un peu. Ok, très clair. On va prendre un dernier vocal de valeur. Et après, on va déjeuner. Voilà, c'est ça. Un dernier vocal de valeur que nous a envoyé Samuel. On écoute Samuel. Oui, bonjour la martingale. Je voulais vous poser une question à Eric Lewin concernant une entreprise que je suis depuis un petit moment qui s'appelle Stiff. Je voulais savoir si c'était une valeur à suivre pour l'avenir et avoir un peu votre avis sur cette action en particulier. Merci beaucoup. Merci Samuel pour ton vocal et Eric Lewin est là pour te répondre. Steve, il y a 1 an et demi, c'est introduit en bourse. Il y a 2 ans et demi même, c'est l'une des plus belles IPO puisque ça a été introduit entre 7 et 9 euros, ça vaut 60 euros, ça a été jusqu'à 90 euros. Ils ont un énorme contrat avec Tesla pour la fourniture d'équipements de protection contre les risques d'explosion, tu sais, tout ce qui est les moteurs, les choses comme ça. Donc, rappelle peut-être ce qu'ils font au global. C'est ça, ils travaillaient dans l'industrie et là, ils ont vraiment une dynamique autour de la protection, de tout ce qui est les batteries, de tout ce qui est les systèmes de batteries, notamment avec les constructeurs automobiles, notamment avec Tesla. Ils ont un gros contrat avec Tesla. Ils viennent de se développer également en Asie, puisque le chiffre d'affaires a progressé de 110% en Asie en l'espace d'1 an. Alors, la problématique, c'est que l'action vient de gagner 115% en ligne droite, mais c'est une super société. Moi, je connais extrêmement bien le patron José Burgos, qui est un bon pote même. J'étais subjugué par ce qu'il a raconté à l'IPO et par les développements, parce que tu sais, les IPO, très souvent, on a introduit une très belle boîte, la mariée est sublimement belle, puis quand on voit la mariée 6 mois après, c'est pas le même résultat. Là, c'est l'inverse. Il n'a cessé de délivrer des messages extrêmement positifs et optimistes. L'IPO extrêmement réussi. Alors, que faut-il faire à 60 euros? Ça vaut 22 fois les bénéfices. Le plus haut historique, c'est à 91 euros. Moi, je considère que cette boîte, il faut absolument l'avoir en portefeuille. On pensait que le contrat avec Tesla ne serait pas renouvelé. Il a été renouvelé. Donc, je réponds à notre ami Samuel que ça reste un excellent dossier à conserver. On n'ira peut-être pas à 90 euros parce qu'on n'est pas dans la même dynamique, mais on peut reprendre assez rapidement 25% sur ce dossier. Voilà, merci. Et s'il y a des patrons qui ne connaissent pas Eric Lewin, qui se manifestent. Parce que, voilà. Juste avant les questions cash, dernière question, c'est quel est, selon vous, une réponse chacun, le plus gros risque cette année pour les marchés actions? Voilà, le truc qu'il faut absolument surveiller et qui... Voilà. Trump. Ouais, mais Trump. Non, mais les folies de Trump autour des droits de douane, autour de la Fed n'ira pas assez vite, il faudra baisser ses taux de 5, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, toute cette folie, qui est un mouvement de défiance sur les bons du Trésor américain, un mouvement de défiance sur le dollar, et qu'on assiste à un crack lié à la personnalité de ce garçon qui n'a toujours rien compris en économie. Et moi, je pense qu'il n'a aucune stratégie, contrairement à ce que disent beaucoup, je pense qu'il n'a aucune stratégie. Parce que il y en sinon... a beaucoup qui disent, il faut lire The Art of the Deal, voilà... Non, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de coups de bluff. Voilà, bon. C'est sa manière de négocier. L'économie américaine n'est pas dans une situation des plus exceptionnelles pour l'instant. On a une consommation des ménages qui patine et merci l'IA. Et en fait, si l'économie américaine tient, c'est grâce à l'IA, il faut l'expliquer. C'est grâce un peu aux dépenses publiques et surtout grâce à l'IA, pas du tout grâce à la consommation des ménages. Or, la consommation des ménages, c'est 2/3 du PIB aux États-Unis. Donc, tu en déduis, pour moi, le plus grand risque, c'est notre ami Donald Trump. Pascal. Merci pour la transition, parce que pour moi, c'est l'éclatement de la bulle IA. Parce que au-delà de tout ce qu'on a dit, de devoir faire le tri entre ce que j'expliquais sur le modèle économique et qui va être le grand gagnant, ceux qui sont vraiment dans les positions de suprématie aujourd'hui et tous les autres qui sont derrière, le fait est que s'il y a un arrêt des investissements en IA, il y a toute une chaîne derrière qui peut énormément souffrir, tout ce qui est électrification, data center, etc., les superscalers et autres. Et si jamais on avait un éclatement de la bulle, ce qui n'est pas forcément notre scénario aujourd'hui, parce que malgré tout, ces grands leaders de l'IA sont montés en bourse aussi parce que les résultats étaient bons. Donc, quand on compare avec l'éclatement de la bulle Internet en début 2000, on n'est pas du tout dans la même configuration. Il y a une hausse qui était justifiée, c'est ça que tu veux dire? Absolument. En tout cas, beaucoup plus justifiée qu'à l'époque. Mais néanmoins, si on avait un éclatement et qu'il y avait une défiance par rapport à toutes ces valeurs et que les flux de capitaux n'y allaient plus, on peut avoir des énormes conséquences et sur l'économie américaine et par effet domino, comme on le disait tout à l'heure, sur les marchés, sur les autres économies. Bon, très clair. Risque très américain, finalement, mine de rien, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Allez, tout de suite, les questions cash.
Première question, c'est l'investissement casino. C'est une somme d'argent évidemment dont vous n'avez pas besoin, mais si vous aviez un pari un petit peu spéculatif à faire, lequel ce serait, Pascal? Voilà, si tu avais un billet à mettre quelque part où tu te dis tiens, je sais que les risques sont élevés, donc on ne conseille pas d'investir là-dedans, mais il y a éventuellement derrière un upside élevé derrière. Tirer sur quoi aujourd'hui? De toute façon, même dans le cadre d'un pari, il faut toujours avoir un rationnel d'investissement. Moi, je pense que le pari que je prendrais, c'est d'investir dans un fonds qui achète des matières premières de transition. Donc, c'est quelle transition? C'est les tendances qu'on a un peu évoquées, l'électrification, la mobilité verte, le recyclage, etc. Pas des actions, des matières premières. Donc, typiquement, un panier de matières premières qui va comprendre du cuivre, de l'aluminium, du zinc, de l'étain, de l'argent, etc. Et pourquoi ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ces ressources-là, aujourd'hui, on a un peu parlé de la fragmentation du monde tout à l'heure, où il y a une vraie course à la ressource. Et d'ailleurs, la consommation des ressources, de ces types de ressources-là que je viens d'évoquer, a augmenté plus vite que la population mondiale. Donc, aujourd'hui, entre la rareté de certaines de ces ressources, l'envie d'en avoir et d'avoir une forme de leadership, d'indépendance par rapport à ça, le côté suprématie, le côté recentrage, etc., je pense que c'est un pari intéressant à prendre. Et juste en termes de timing, tu vois, ces matières premières-là dont tu parles, bon, après, tu n'as peut-être pas eu le temps de regarder les cours juste avant, mais ça donne quoi? Est-ce que comme l'or, ça a beaucoup augmenté ou, tu vois, par rapport à la moyenne historique, on est plutôt... Ça dépend des matières premières, parce qu'en fait, il y a des matières premières qui sont aussi utilisées pour financer tout ce qui est technologie, enfin, fabriquer une grande partie de la technologie. Ça dépend. Après, l'or, par exemple, c'est un métaux industriel, mais c'est aussi une dédollarisation. Donc, en fait, tous les métaux ou ces matières premières-là ne vont pas avoir les mêmes choses qui les font bouger à la hausse comme à la baisse. D'où le panier aussi. L'idée, c'est vraiment là, c'est pas d'aller faire un investissement spéculatif en se disant tiens, il y a un mouvement de dédollarisation, les banques centrales achètent de l'or, j'ai envie de prendre le mouvement en route. Là, l'idée, c'est vraiment de jouer une transition, une envie de centraliser en fait les ressources et cette course finalement aux matériaux, c'est ça qu'en fait qu'on joue dans ce type de stratégie. Très clair, donc via un fonds. Eric, Small cap même française. question. Small cap française. Elles sont complètement déconnectées de ce qui peut se passer avec l'intelligence artificielle, puisqu'elles sont très peu présentes dans l'IA. Je citais 2 CRSI, mais il y en a très peu. 2, il n'y a pas de problématique non plus de droits de douane pour les small caps françaises. 3, on sent très bien que la zone euro, même si c'est pas Byzance, va de mieux en mieux avec ce plan de relance des infrastructures. 4, elles sont en moyenne moins chères, entre 20 et 25% par rapport aux grosses capitalisations. 5, elles sont moins chères que le niveau du private equity, entre 20 et 25%. Donc, les small caps, lesquels il y en a plein. Soit un fonds small cap, il y a de très bonnes sociétés de gestion, soit du stock picking, mais disons qu'on reste plutôt sur cette poche des small caps qui n'ont pas fini de prendre leur revanche sur les grosses capitalisations et qui permettent d'être immunisés. D'ailleurs, quand on voit ce qui marche très bien à Paris depuis le début de l'année, notamment sur les valeurs du CAC 40, c'est du Orange, c'est du Vinci, c'est du FH, c'est des boîtes très franco-françaises, très européennes. Donc je reste sur ce segment. Question, on a vu, je crois que le Russell 2000 se réveiller un petit peu du côté des États-Unis. Est-ce que ça peut avoir un impact, le fait que les petites et moyennes valeurs américaines reprennent, ou alors ça n'a rien à voir? C'est pas la même typologie d'investisseurs. Donc rien à voir pour toi? Pour moi, rien à voir. Pour moi, rien à voir. Okay. C'est vraiment 2 zones différentes. Ok, très clair. Dernière question cash, c'est l'investissement à 10 ans. Vous êtes sur une île déserte, vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Ce coffre, vous irez le déterrer dans 10 ans sans y avoir accès. Entre-temps, quels actifs vous mettez à l'intérieur? Pascal, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais acheter là? Tu fermes les yeux et tu te réveilles dans 10 ans. Qu'est-ce que tu mettrais dans ce coffre? Sans hésiter, du private equity. Donc, un fonds de private equity. Le private equity, c'est quoi? C'est des entreprises non cotées. Ça tombe bien parce qu'en général, on a investi pendant 10 ans. On est engagé pendant 10 ans. Je rappelle peut-être juste le fonctionnement de ces fonds. Alors, certains ont des configurations un peu différentes, mais là, je parle vraiment des grands fonds, notamment sur les LBO américains, etc. Pendant les 10 ans, en fait, il y a une phase d'appel du capital qu'on a engagé. Donc, pendant les premières années, on va appeler progressivement pour investir dans des entreprises. Et la deuxième moitié de cette période, on commence à recevoir des distributions. Donc, typiquement, le fonds va aller investir dans une entreprise qui n'est pas cotée. Vu qu'il investit, l'idée, c'est que l'entreprise performe encore mieux. Et ensuite, il va faire ce qu'on appelle l'exit. Donc, soit la coter en bourse, soit la vendre à un autre fonds ou à un autre concurrent. Et pourquoi c'est intéressant ?
il y a un chiffre qui est quand même très éloquent. On a parlé un peu des IPO, mais aujourd'hui, 86% des entreprises dans le monde qui font plus de 250 millions de dollars de chiffre d'affaires sont privées. Donc c'est quand même, quand on n'y va pas, on se prive quand même de tout un pan d'opportunités. Je donne 2 exemples que tout le monde devrait connaître, qui sont OpenAI, donc ChatGPT ou SpaceX. Ça, c'est des entreprises privées. Et investir via des fonds de private equity permet notamment d'être exposé à ce type de valeur. Et pour donner un ordre d'idée, et je suis obligée de dire que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais quand on regarde sur une longue période comment le private equity de manière générale s'est comporté, de 2007 à 2023, dans les chiffres que j'ai trouvés, c'était 426% de performance versus un S&P à 315 et un indice MSCI Monde à 176. Donc, on va chercher cette prime d'illiquidité pour avoir des rendements à 2 chiffres. Et il y a plein de manières de s'exposer. Alors moi, je n'irais pas non plus dire on va aller faire du venture, on est en série A, etc. Parce qu'il faut de nouveau diversifier, même en non-coté. Mais en tout cas, d'aller acheter un fonds de fonds même, qui utilise plusieurs stratégies, plusieurs millésimes. Je pense que dans 10 ans, le coffre aura grossi. Effectivement, en 10 ans, c'est la bonne durée pour le private equity. Faut être vraiment long terme et là, ne pas du tout, encore plus qu'en bourse, avoir besoin de l'argent parce que tout simplement, c'est pas liquide. Eric. Une Nautilus de Patek Philippe. Ok. 150 000 euros, elle vaut. C'est une montre qui ne décote jamais, qui monte de 10 à 12% tous les ans, qui est très rare. Donc, pour ceux qui arrivent à la trouver, gardez-la. Moi, je la garderai 10 ans dans un coffre. Je n'ai pas les moyens pour l'instant de m'en acheter une. Mais j'espère un jour pouvoir. Non, mais sérieusement, hein, moi, je crois beaucoup au monde de collection. J'ai l'air gogol en disant ça, mais on voit que depuis 10 ans, les Audemars Piguet, les Rolex, toutes ces montres de collection, je parle vraiment des montres de collection, montent fortement. Sinon, je mettrais un petit bitcoin. Ah, je pense finalement, toi, tu te dis... Je pense que d'ici 3-4 ans, ça peut valoir 200-250 000. Moi, j'exclus pas une crise sur le dollar. Donc, si j'exclus pas une crise sur le dollar, il faut bien sûr, comme le disait Pascal, être investi sur l'or, mais il faut peut-être avoir une toute petite partie en bitcoin, sauf que maintenant, à 65 000 $, c'est un petit peu trop tôt. Mais si on a une échéance de 10 ans, je mettrais un peu de bitcoin. Disons un bitcoin et une Patek Philippe Nautilus. Ok, très clair. Et puis, j'emmènerai Pascal avec moi sur l'île déserte en 10 ans. Et moi, je déterre le coffre, je prends la montre et je te dis adios. C'est horrible, hein. C'est beau. C'est la haine absolue. Ça veut dire que je suis convaincu que l'investissement a pris de la valeur. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que le coffre aura pris plein de valeurs. Bon, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. C'était très chouette. Pascal Sévy, directrice commerciale France pour le groupe Lombard Odier, première dans Allo la Martingale. Et c'était très, très cool. On espère que tu reviendras et que tu as passé un bon moment. Eric Lewin, stratégiste action chez Bourse Direct. Merci, Eric. Donc, moi, je reviens plus, c'est ça? Non, blacklisté. Ça y est, c'est fini. Non, mais bien sûr, voilà. Attends, t'as des messages personnalisés maintenant. Ouais. Donc, voilà. En fait, c'est moi qui me les suis envoyés, tu sais. Le mec qui veut faire parler de lui, il appelle des copains. Appelez. Mais je suis sûr que la prochaine fois, on aura plein de messages spécialement pour Pascal. Sûr. Voilà, elle a été brillante ici. Je reviendrai avec plaisir. Et en plus, elle veut partir sur une île déserte pour prendre le coffre. Voilà, donc ça va. voilà, parfait. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Continuez à nous envoyer vos questions et puis surtout, prenez le contrôle de votre argent.